Bien, merci de l'invitation. En fait, on a eu une présentation du rapport du GIEC, et en fait, notre exercice de prospective, ça va être d'une certaine façon de montrer comment concrètement la mise en place d'un certain nombre de solutions diverses et variées permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est une espèce de traduction finalement au niveau de la métropole, hein, des demandes et de ces problèmes de climat. Donc notre exercice de prospective avait deux objectifs. Le premier, c'était donc d'illustrer concrètement ce que pouvait signifier pour la société l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc la neutralité carbone, c'est d'absorber autant de CO2 qu'on émet de gaz à effet de serre. Voilà. Soit de façon naturelle, donc dans les puits naturels, il y a les océans, les forêts, les sols. Nous, on n'a pas étudié la partie océan, on n'avait pas les outils, donc on s'est contenté, entre guillemets, des forêts et des sols. Soit de façon technologique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de capter le CO2 soit à la sortie de cheminée, soit dans l'air ambiant, qui est une technologie plutôt en devenir aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'était de mettre sur la table un certain nombre d'éléments les plus factuels possibles dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais évidemment, l'intérêt, j'allais dire politique, au sens très large du terme, ne s'arrête pas à la campagne présidentielle, et il a un intérêt pour tous les décideurs et pour tous les citoyens. Voilà. Donc on s'est basé sur les 4 grands archétypes du GIEC, du rapport de 2018, que on l'a pas présenté là tout à l'heure, qui en fait donnait 4 scénarios pour la planète à 2050, avec une utilisation plus ou moins importante des puits technologiques, essentiellement du captage de CO2 à la sortie des cheminées, puisque le captage du CO2 dans l'air n'était pas dans les solutions à l'époque pour le GIEC. Je ne sais pas du tout où on en est dans la présentation. On a pris l'ensemble des énergies, hein, donc électricité, thermique, carburant, etc., l'ensemble du système, donc avec tous les secteurs demandeurs, bâtiments, industrie, agriculture, et puis tous les secteurs qui peuvent produire de l'énergie ou des matériaux, avec une comparaison multicritère et sur un travail qui a duré à peu près 3 ans. Donc ce sont des options de l'ADEME et que l'ADEME assume, mais évidemment on a eu des échanges nourris avec pas mal de partenaires extérieurs et en particulier un comité scientifique. Donc nos scénarios, voilà, ici vous avez un résumé en 7 mots-clés pour chacun des scénarios. Donc ils ne sont pas tous sur le même niveau, hein, c'est volontaire, c'est une espèce de vision un petit peu pointilliste de ces scénarios. Et normalement, si la technique fonctionne, je devrais pouvoir vous passer une vidéo, on aura peut-être même le son. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complété si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui.
L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Donc voilà, on retrouve des éléments, d'autres qui n'y sont pas. J'insiste pas sur cette diapo-là. Plutôt, voilà, un petit peu les défis finalement, quand on essaie de résumer un petit peu chacun des scénarios. Le premier, donc, c'est une évolution de nos modes de vie, mais qui est rapide et fortement contrainte, notamment dès le départ. Beaucoup de règlements, d'éléments qui vont contraindre la diminution de la consommation de biens et de services. C'est ça l'évolution des modes de vie, c'est la diminution de la consommation de biens et de services. Le deuxième, donc j'ai dit, c'est plus concerté. Donc vous allez voir, ça impacte un petit peu sur les résultats, mais pas tant que ça. Sur le 3, c'est un peu ce que la société essaie de faire aujourd'hui, c'est-à-dire évoluer, mais sans trop changer les modes de vie. Il y a quelques éléments qui changent, mais ce ne sont pas des contraintes extrêmement fortes. Et puis le quatrième, c'est on y va, on fonce, et on essaie de pallier les difficultés qu'on peut avoir. Alors, ils atteignent tous la neutralité carbone, vous avez vu les schémas, à quelques éléments près, mais ils n'ont pas tous le même impact sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque en gros, entre le scénario 1 et le scénario 4, il y a un peu plus de 2 milliards de tonnes équivalent CO2 émis dans l'atmosphère durant les 30 années, et c'est à peu près l'équivalent de 5 années d'émissions 2019. C'est pas complètement neutre quand même vis-à-vis du changement climatique, surtout si on se dit que par exemple tous les pays font la même chose que nous. Ça veut dire qu'effectivement, on va quand même émettre pas mal de gaz à effet de serre en plus entre le scénario 1 et le scénario 4. Vous voyez qu'entre le 1 et le 2, il n'y a pas énormément de différence. La différence, elle se fait essentiellement dans les 2 dernières décennies, ce qui est logique puisque en fait, il faut mettre en œuvre tout un tas d'investissements et autres, et qu'en 10 ans, évidemment, on ne peut pas avoir une évolution trop importante. Ici, vous avez les consommations d'énergie et d'électricité. Donc à gauche, les consommations d'énergie. Vous voyez que dans tous les cas, on arrive à une consommation d'énergie qui est inférieure à celle de 2015. Donc pour les 2 premiers, on est autour de la moitié. Et puis pour les autres, voilà, ça augmente. Comment on fait? En fait, dans les 2 premiers, c'est essentiellement parce qu'on consomme beaucoup moins. Donc on va avoir besoin de moins d'énergie.
Et puis, dans les deux autres, on mise beaucoup sur la technologie, sur l'efficacité. Et on voit que malgré tous les efforts qu'on peut faire en termes d'efficacité, alors il n'y a aucune technologie qui arrive comme ça tout d'un coup par magie. Hein, ce sont que des technologies qui existent. Et les évolutions d'efficacité dans les différents domaines, ce sont des évolutions que voilà, nos collègues spécialistes ont estimé qu'effectivement, on pourrait avoir une évolution de l'efficacité sur telle et telle technologie, mais ce sont des choses qui sont connues des milieux professionnels, même si certaines hypothèses peuvent se discuter. Mais on reste en dessous de la consommation d'énergie. Sur l'électricité, c'est un peu différent. Vous voyez sur le graphique de droite que dans les deux premiers, on est autour de la consommation d'électricité de 2015. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors qu'il y a dans tous les scénarios une électrification de la mobilité du quotidien, des voitures en particulier, ça veut dire qu'on peut avoir une augmentation de on va dire, de secteurs qui consomment de l'électricité, en l'occurrence le secteur automobile, sans forcément qu'il y ait une augmentation très forte de la consommation d'électricité, parce qu'on fait des efforts sur les autres secteurs, voire on consomme moins, donc on a besoin de moins d'électricité. Et juste, évidemment, dans le 3 et le 4, on dépasse, et juste pour vous montrer en haut à droite sur le scénario 4, dans l'avant-dernier carré en jaune, c'est la consommation d'électricité des fameux DAX, les fameux aspirateurs à CO2 dans l'air ambiant, et c'est 6 à 7% de l'électricité du scénario 4. Alors, qu'est-ce que ça donne un petit peu au quotidien? Ici, vous avez, je vous montrer quelques évolutions. Donc, il y a toujours une base 1, et puis ensuite, on vous montre les évolutions par rapport à cette base. Donc, vous voyez que la surface par habitant évolue assez peu, qu'on est à peu près sur le même ordre de grandeur qu'aujourd'hui pour le 1 et le 2 et un peu plus. En fait, pourquoi dans le 1 et dans le 2, on fait énormément de rénovation de l'existant, on bâtit très peu, vraiment très peu, et on réinvestit les bâtiments vides. C'est ce qui fait que, comme il y a aussi des logements un petit peu plus petits, ben on arrive, entre guillemets, à diminuer la surface par habitant. Et par contre, dans les scénarios 3 et 4, on a beaucoup plus de construction et des logements un petit peu plus grands. Et puis ici, c'est la quantité de déchets, assez classiquement, enfin déchets collectés par les collectivités. Donc vous voyez que bah, dans le 1 et le 2, on a assez peu de déchets, parce qu'on a moins de consommation, alors que dans le 3 et le 4, on en augmente. Ici, c'est les déplacements au quotidien. Donc sans surprise, en fait, dans le 1 et le 2, on diminue très largement l'utilisation de la voiture et de l'avion, en gros de 50%, pour faire simple, un petit peu moins de 50% dans le scénario 2. Et à l'inverse, dans le scénario 3 et 4, on reconsomme de la voiture autant, voire plus, ou de l'avion, voire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est évidemment l'inverse sur le vélo, où on a, entre aujourd'hui et le scénario 2, on a une multiplication par 11 du kilométrage effectué en vélo. Voilà, ce sont des images des sociétés. Et puis, autre point, c'est la consommation de viande. Alors, c'est la viande bovine et porcine. Hein. Les autres évoluent relativement peu. Et vous voyez que dans le scénario 1, on consomme 3 fois moins de viande. Dans le scénario 2, 2 fois moins. Dans le scénario 3, 30% de moins. Et dans le scénario 4, on est à 10% de moins. Alors, l'alimentation, c'est en gros 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, 24 exactement. Et donc, si on ne fait pas d'efforts sur l'alimentation, bah, ça reporte les efforts sur tout le reste. Et les émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation, c'est essentiellement lié aux bovins, la production de méthane, et puis à l'utilisation d'intrants, production de N2O. Voilà, c'est les deux grands gaz à effet de serre de l'agriculture. Et donc là, on diminue les productions de méthane, en particulier dans le 1 et le 2, puisqu'on a moins de bovins viande, il y a toujours des bovins lait, et on a une agriculture qui est beaucoup plus bio, avec beaucoup moins d'intrants, alors que dans le 3 et le 4, on est dans une agriculture qui continue. Ici, toujours sur l'agriculture, vous voyez la consommation d'eau d'irrigation. Alors c'est le seul élément sur l'eau qu'on a pu chiffrer. On n'a pas pu chiffrer d'autres éléments sur l'eau. Et vous voyez que entre le 1 et le 2, on double. Entre le 1 et le 4, on double à peu près la consommation d'eau. Or, on sait que l'eau, ça va être un problème majeur dans les années à venir avec le changement climatique. Même dans le scénario 1, est-ce qu'on aura l'eau disponible ou aux endroits où on en a besoin, est-ce qu'elle sera disponible en gros entre juin et septembre? Ben, la question se pose. Voilà, et là c'est le nombre de mâts d'éoliennes. Je ne vous ai pas parlé de la production d'électricité. Si
y a des questions, je vous dirai comment on fait. Mais en fait, en grosso modo, suivant les scénarios, on double à peu près le nombre de mâts d'éoliennes terrestres dans tous les scénarios. Voilà, ici encore sur les ressources. Vous voyez en jaune, c'est la consommation de biomasse au sens très large du terme. Donc c'est la forêt, puis toute la production végétale. Et voilà, on utilise beaucoup la biomasse. Hein, comment on décarbone de l'énergie, en particulier de l'énergie thermique, c'est en utilisant de la biomasse. Et donc on multiplie par 2,5, presque 3. Et nous on estime que c'est un plafond, on ne peut pas aller au-delà. Et vous voyez également les surfaces artificialisées. Donc vous voyez qu'il y a une différence très forte dans les surfaces artificialisées entre les scénarios. Et par exemple, dans le cadre de l'objectif ZAN, donc zéro artificialisation nette en 2050, dans le scénario 3, il faut trouver l'équivalent de la surface de Paris à compenser. Et dans le scénario 4, c'est 2 fois la surface de la ville de Paris, ce qui est énorme, ce qui est presque impossible à trouver. Enfin, en tout cas, très compliqué. Ben voilà, n'empêchez pas. Donc vous avez la surface de Paris en référence, 10,5 km². Vous voyez les surfaces à compenser à partir de 2050. Voilà. Le secteur de la construction, c'est un secteur qui évolue énormément, puisque vous voyez que vous avez en haut à gauche le nombre de logements neufs dans chacune des décennies. Donc pour vous donner une idée, parce qu'on ne le voit pas très bien, je change la couleur, aujourd'hui on est à peu près à 350 000 logements neufs par an, grosso modo. Hein. Voilà. Et bien dans le scénario 1, vous voyez que dans la première décennie, on passe à 100 000, ensuite dans la deuxième décennie à 50 000, ensuite à 2 000. Donc on est sur une économie du bâtiment qui est extrêmement différente. Le 2, c'est un peu moins fort, et puis le 3 et le 4, on a beaucoup plus de destruction et de construction neuve. Et vous voyez l'impact sur les quantités de matériaux qui sont produits pour le bâtiment. Alors ici, essentiellement acier, aluminium, clinker, c'est-à-dire le ciment, plastique et verre. Et vous voyez que dans les scénarios 1 et 2, c'est une industrie du bâtiment qui produit 35% de moins. Donc ça veut dire quoi l'économie du bâtiment? D'où dans les 5 problématiques, il y a l'économie du bâtiment. Et puis sur la production industrielle, c'est un peu la même chose, donc tout compris hors industrie agroalimentaire et industrie extractive. Et donc ça pose la question du modèle industriel. Ici, c'est l'évolution en volume, mais pas forcément en valeur. Et donc ça, voilà, parce que dans le 1 et le 2, on a des produits qui sont plus durables, réparables, réutilisables, et donc on a besoin de produire moins, et en plus on achète moins. Voilà. Et là, c'est juste une évolution. Donc, on a regardé les conséquences macroéconomiques. Et ici, vous avez l'évolution des PIB. À part le 1 qui diminue dans la première décennie, puis ensuite qui remonte, ce qu'on voit, c'est que même dans ce scénario 1, qui est, on va dire, le plus frugal, en fait, dans aucun des scénarios, on a une décroissance au sens économique sur les 30 ans. Ce qui veut dire que sobriété et décroissance ne sont pas forcément des mots qui vont bien ensemble. Et puis, elle dit l'économie sociale et solidaire. Alors, on n'a pas fait d'analyse spécifique, hein. Voilà, je suis désolé, mais pourquoi pas l'engager? Évidemment, elle s'inscrit beaucoup mieux dans le 1 et le 2. Vous avez compris que ce sont des scénarios beaucoup plus sobres, où on a, le 1, c'est plus de liens et moins de biens. La sobriété, la coopération territoriale. Coopération, c'est un mot qui veut dire... voilà. Les choses. Pour autant, évidemment, le SS existe dans le 3 et le 4, mais je dirais un peu comme aujourd'hui. Donc elle fait partie du paysage, mais elle n'est pas forcément majoritaire. Voilà. Et puis, j'ai été interviewé pour la NES. Donc il y a un podcast d'une demi-heure si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez du mal à vous endormir. Donc ça, ce sont les 5 problématiques majeures qu'on a fait remonter. La sobriété, c'est vraiment le cœur du problème. Jusqu'où on va? Qu'est-ce que ça signifie? Le problème du régime alimentaire, j'en ai parlé. Et puis le vivant, il sert à plein de choses, plein de services écosystémiques, des services, j'allais dire, technologiques aussi, pour faire des matériaux, pour faire de l'énergie. Quel équilibre on trouve sur le vivant pour avoir une planète à la fois viable et en même temps pouvoir construire notre société.
Et puis dernier point, je ne vais pas reprendre les 5 là, mais juste insister sur les 2 derniers. Le premier, je vous ai parlé d'objectifs de neutralité carbone. Il est évident qu'on a bien en tête qu'il y a d'autres enjeux qu'on n'a pas forcément regardés, comme l'eau, la biodiversité. Voilà, on n'a pas pu travailler sur la biodiversité. L'OFB n'avait finalement pas les outils pour ça. On a pas travaillé sur la qualité des sols, par contre on a regardé l'impact sur l'artificialisation des sols. Et puis sur les ressources naturelles, on a fait un travail à la fois sur les ressources nécessaires à la construction ou à la rénovation des bâtiments, et puis sur la transition énergétique. Mais j'allais dire, on s'est arrêté là, entre guillemets. Il y a évidemment des enjeux de ressources naturelles très importants. Et puis, on parle d'environnement, mais on a bien conscience qu'on est dans une société avec une dimension sociale et des problèmes d'équité. Quand on dit qu'il faut de la sobriété, il y a 15-20% des gens dans notre pays qui n'accèdent pas à leurs besoins de base, se nourrir, se loger, se cultiver, s'éduquer, se soigner, etc. Et il faut donc que ces 15-20% y arrivent. Donc peut-être qu'ils vont consommer plus qu'aujourd'hui en termes de biens et de services. En revanche, c'est les 80% qui restent qui, eux, doivent faire évoluer leur consommation. Voilà. Et donc vous retrouvez tout ça sur notre site transition2050.fr. Tout à l'heure, on a parlé de la façon de parler à tout le monde. Donc, on a pas mal d'outils d'outils grand public sur le site. On a fait des podcasts, on a fait aussi un supplément. So Good, vous pouvez avoir la version numérique. Donc, c'est des reportages fictifs en 2050 dans chacun des scénarios. Et puis, on a investi aussi beaucoup les milieux culturels. J'ai fait des présentations à des scénaristes de films, de télé, de romans, etc. pour qu'ils intègrent ces éléments, notamment de sobriété, dans leur scénario. Et puis, je ne l'ai pas mis là, mais si vous êtes sur Paris du 2 au 4 décembre, vous pouvez venir au centre Georges Pompidou. Il y a 3 jours d'activités, enfin 3 après-midi et 3 soirées d'activités diverses et variées pour tous les publics autour de nos scénarios. Voilà, c'est un partenariat avec le centre Pompidou. Voilà. C'est bon ?